De Bagdad à Tétouan, de Tanger à Cape Town, le football est une affaire de passion, une affaire de cœur et d'identité. Mais entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, il y a une différence subtile. Pas dans la technique, pas dans la tactique, mais dans la tête, dans le mental. Avec la Coupe arabe qui démarre, la même question revient partout. Qui est le plus fort entre le bloc Afrique du Nord et le bloc Golfe et Moyen-Orient? Qui est le champion? Votre modeste narrateur pose aussi la question, mais autrement. Avec le regard d'un préparateur mental, la question devient qui détient le plus gros mental dans le football de la région? Mais avant ça, voyons d'abord qu'est-ce que l'on entend par force mentale dans le football. On parle souvent de talent, de physique, de tactique, mais la vraie différence se joue dans la tête. La force mentale, c'est la capacité de rester lucide sous pression, à rebondir après un échec, à garder le sang-froid même quand ça va mal autour de toi. Dans le foot, ça se traduit par des choses très simples. Réaction après un but encaissé, la concentration en fin de mi-temps et en fin de match, la gestion d'une séance de pénalty, la façon de répondre à la provocation. Et le plus fascinant, c'est que chaque région du monde arabe exprime cette force mentale à sa manière. Nous allons revenir à la question de la force mentale plus en profondeur et je vous promets que ça sera court. Mais d'abord, présentons les forces et faiblesses des uns et des autres. Afrique du Nord. Alors, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, là, le football, c'est un véritable tsunami d'émotions. Il y a ici une forte culture du football de rue et ça donne un mental de survie sur le terrain. Un esprit de revanche, une identité collective très marquée, capacité de mourir carrément sur le terrain. Le football de rue, ça forge un mental de combat, d'orgueil et de survie. L'Algérie de 2019 a été l'exemple parfait de cet état d'esprit. Une équipe transcendée, déterminée, prête à souffrir pour remporter le titre. Le Maroc 2022, c'est un peu là. Et puis il y a l'Égypte. 3 CAN successives entre 2006 et 2010. Une génération qui savait toujours garder la tête froide. En Égypte, le niveau de jeu peut baisser, c'est le cas actuellement. Le niveau de jeu actuel des pharaons, c'est une calamité. Donc le niveau de jeu peut baisser, mais le mental reste souvent stable. Voilà, la force mentale du football nord-africain est réelle, mais elle peut aussi parfois devenir un piège. Parfois, trop de tension, trop de nervosité, une capacité à s'enflammer pour le meilleur et pour le pire. Bref, le Nord, c'est le feu. Quand ça brûle bien, ça fait fondre des montagnes, mais quand c'est mal maîtrisé, ça peut se retourner contre soi. De l'autre côté, à l'est, il y a les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats, Oman, Koweït, Yémen, plus l'Irak, et les pays du Cham, Jordanie, Palestine, Liban, Syrie. Ici, le mental se construit dans la discipline, le respect de la hiérarchie et la patience. Il y a un esprit d'équipe solide, une gestion collective du stress. Il y a moins d'explosivité émotionnelle, il y a beaucoup plus de retenue. C'est probablement le facteur le plus marquant. La retenue par opposition à l'explosivité nord-africaine. Alors quand même, résultat, ils ont battu le futur champion du monde pour l'un des plus grands exploits de l'histoire de la Coupe du Monde. Mais avant 2022, il y avait l'Irak de 2007. En pleine guerre civile, l'Irak qui se relève de ses blessures et gagne la Coupe d'Asie. C'est pas juste du foot, c'est une leçon de résilience collective. Il y a aussi le Qatar, champion d'Asie 2019. C'est la preuve qu'une mentalité posée, méthodique, patiente, peut triompher à la fin.
in United Arab Emirates because Qatar, in their first ever final. Le mental moyen-oriental, c'est surtout le calme intérieur, beaucoup moins la réaction. Et le risque dans cette configuration est que ce calme devienne parfois résignation. Quand le plan A échoue, mais il manque parfois ce grain de folie, cette colère créatrice qui peut renverser un match. Alors, qui remporte le match mental? Difficile de trancher en une phrase, parce que ce match est beaucoup plus qu'un match. C'est l'ADN de la compétition sportive, si ce n'est l'ADN de la vie elle-même. Tout se joue dans le cerveau. Alors, au lieu de proposer une réponse facile, votre modeste narrateur vous propose une plongée rapide dans les profondeurs du cerveau. On l'a vu, la force mentale, c'est la capacité de rester lucide sous pression. Et donc, la phase active, concrète, c'est la capacité de maintenir un effort dirigé vers un but, malgré la fatigue, malgré la frustration et malgré l'échec vécu dans le passé. Très souvent, on confond la force mentale avec la volonté, la détermination, la force du caractère, mais la vérité scientifique nous dit que la force mentale n'est pas une simple question de volonté forte, c'est d'abord un état neurobiologique. Avant d'être un trait de personnalité, c'est un état scientifiquement mesurable. La volonté n'est que la surface de la force mentale. Mais la structure de base, c'est la chimie du cerveau qui la fabrique à partir de 3 forces biologiques, tel un bon cuisinier qui mélange des ingrédients pour produire un bon plat. Et le secret de la recette est tout simplement l'équilibre interne entre les 3 forces biologiques, ou disons les 3 ingrédients, qui sont la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine. Le cerveau cuisinier connaît très bien les apports nutritifs de chaque ingrédient. La dopamine produit la motivation de courir derrière le ballon, l'envie de se projeter vers le but. La noradrénaline assure l'activation de la vigilance en phase de défense, de récupération aussi. La sérotonine apporte la stabilité dans les phases difficiles et la capacité à supporter justement les temps faibles, de rester calme après une erreur dans le jeu. Supposons maintenant, pour faire simple et clair, que le cerveau était une ville et transposons l'activité du cerveau à l'échelle de l'activité d'une ville. Ici, on observe la couleur orange qui traverse le boulevard central et elle recouvre toute la ville. Disons que c'est le flux de la dopamine qui soutient l'engagement moteur, c'est l'énergie footballistique en action. C'est la prise de risque sans trop de calcul, l'intensité, la verticalité, les transitions rapides, bref, dopamine ville. Une ville gouvernée par un homme dopaminergique, du genre Marco Bielsa ou Jürgen Klopp. Ici, la ville est tout en bleu. Ça veut dire prédominance de la noradrénaline. Nous sommes dans la maîtrise et le contrôle. On sécurise d'abord et on attend le moment convenable pour sortir. Ici, c'est noradrénaline ville. Le gouverneur est obsédé par le contrôle. Il gère les risques, il surveille les espaces. Il pourrait s'appeler Diego Simeone, Didier Deschamps, ferait un bon gouverneur adjoint. Maintenant, toute la ville baigne dans la couleur mauve, signe que la sérotonine a pris le pouvoir. C'est le temps du calme, c'est le temps de la fluidité. Le gouverneur sérotonique gère tranquillement les rythmes par la conservation du ballon. Il apaise le jeu et il attend le relâchement de l'adversaire avec patience. Ici, c'est Sérotonineville et le chef s'appelle Luis Enrique. Unai Emery ferait un bon adjoint. Y a-t-il une stratégie meilleure que les deux autres? En réalité, chaque gouverneur, chaque coach essaye de combiner les 3 forces. C'est la recherche du fameux point d'équilibre et c'est de là que vient la force mentale d'un cerveau, la force mentale d'une équipe, d'une ville. C'est de là que vient le volcan créatif. Ainsi présenté, le tableau nous donne des pistes de réponse à la question du jour. Qui remporte le match mental? Votre modeste narrateur reviendra avec une réponse. Je serai heureux de connaître votre réponse à vous.
D'ici là, que Dieu vous protège des naturalisations cocotte-minute et des erreurs d'arbitrage.